Cette conférence d'aujourd'hui donc va porter non pas sur les institutions européennes, mais sur le contenu des traités, c'est-à-dire l'autre versant, le versant programme politique. Non, c'est bon. Alors, ah ben oui, ça marche pas. Alors, d'accord, ce que je viens de dire. Voilà. Alors, un petit rappel historique pour commencer. Rappel historique de la construction européenne, alors géographiquement et théoriquement, si je puis dire, puisque tout commence en 1957, comme vous le savez, avec le traité de Rome. Les trois États, enfin les trois puissances à l'œuvre, la France, l'Allemagne et le Benelux. Ensuite, vous avez 1973, 81, 86, 95, 2004, 2007, pour arriver en 2013 à 28 États membres. Alors, d'un point de vue stratégique, après le traité de Rome, le gros changement, le changement le plus fondamental et qui est intervenu, c'est 1992, le traité de Maastricht, qui formalise le principe de la fédération, le principe d'une Union européenne fédérale. En 1999, tout le monde se souvient de la création de l'euro. En 2005, tout le monde s'en souvient également, le rejet de la Constitution européenne par le peuple au moment du référendum. Et en 2008, l'instauration du traité de Lisbonne, qui donne aujourd'hui ce que nous connaissons, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité de l'Union européenne. Donc deux traités sont issus du traité de Lisbonne. Alors, oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La conférence de la semaine dernière concernait les institutions. Je vous ai expliqué que les traités, c'était à la fois une constitution et un programme politique. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une présentation exhaustive de tout le contenu des traités. Par exemple, je ne parlerai pas de la PAC. Mais je vais envisager avec vous les grands principes qui sont issus des traités européens, les tendances dominantes qui vont diriger, les grandes orientations qui vont diriger l'alpha et l'oméga de la vie en Union européenne. Alors, lorsque j'évoquerai la liberté de circulation des capitaux, mon exposé, vous pouvez le lire, ira au-delà des traités européens parce que j'estime absolument nécessaire de positionner les libertés qui sont incluses dans les traités dans le temps et dans l'espace, de façon à comprendre leur filiation, leur origine, l'avant et l'après. La liberté de circulation des capitaux sera également, je l'envisagerai également, du point de vue de ses conséquences, dont on ne parle pas souvent mais qui sont quand même très très importantes. Et ces conséquences, c'est l'optimisation fiscale. Donc, envisager les conséquences de la liberté de circulation des capitaux, ça va m'amener à envisager la question stratégique de l'organisation des paradis fiscaux et la lutte pour le contrôle de ces paradis et surtout des fonds qui sont drainés par ces paradis. Voilà. L'acceptation large que je ferai des libertés incluses dans les traités peut paraître comme une digression, mais en réalité, c'est une digression qui est absolument fondamentale pour comprendre le contexte dans lequel ces traités sont intervenus, pour comprendre la filiation, pour comprendre aussi là où ces traités nous amènent, et pour comprendre le monde, finalement, dans lequel on vit réellement. Oui, parce que le contexte dans lequel la nouvelle organisation géopolitique, parce que l'Union européenne est une organisation géopolitique, et qui s'inscrit dans un contexte. Voilà. Alors, tout au long de cette conférence, il faut absolument que chacun garde à l'esprit que les traités de libre-échange ont traditionnellement été utilisés par les États-Unis comme une arme d'annexion des États. Alors, je vais vous relire ce que j'avais lu la semaine dernière, puisque c'est quand même très très révélateur. C'est M. Asselineau qui a découvert ça. C'est un rapport du département d'État, c'est un rapport fait par un agent secret au département d'État américain le 13 mai 1854, qui dit ceci. Dans le but d'aider les mouvements partisans de l'annexion et du libre-échange au Canada, j'ai versé 5 000 $ à un rédacteur de journal, 5 000 $ à un procureur général, 5 000 $ à un inspecteur général et 15 000 $ à un député de l'Assemblée du Nouveau-Brunswick. J'ai pris par conséquent les mesures qu'exigeait la situation au Nouveau-Brunswick afin de modérer l'opposition et de tranquilliser l'opinion publique. J'ai réussi à me rendre à un tel endroit avant la fin de la session de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick et ainsi éviter tout débat sur la proposition de traité de libre-échange à l'étude
ou sur toute autre mesure législative néfaste. J'ai déversé plus de 100 000 $ pour convaincre d'éminentes personnalités d'appuyer l'annexion du Canada par les États-Unis, ou sinon le libre-échange avec les États-Unis. Mais cette somme n'est rien en comparaison des privilèges qui vont être obtenus de façon permanente et du pouvoir et de l'influence que cela donnera à jamais à notre confédération. Alors, est-ce que ceci vous rappelle quelque chose? Parce qu'il me semble qu'actuellement, il y a des traités également de libre-échange en négociation dont on n'entend pas tellement plus parler que les habitants du Nouveau-Brunswick ont entendu parler du traité de libre-échange qui était en train de se négocier dans leur dos. Donc en fait, les États-Unis, traditionnellement, utilisent les traités de libre-échange et la corruption, puisque la corruption est partie prenante, si je puis dire, des traités de libre-échange américains, comme arme d'annexion des États. Et la deuxième arme que les États-Unis utilisent pour annexer les États, évidemment, tout le monde le sait, c'est l'arme militaire. C'est la défense, c'est les bases militaires de l'Amérique, enfin les bases militaires américaines partout dans le monde, et c'est évidemment le satellite qui est l'OTAN, qui est un satellite de la défense américaine. Donc il faut garder ces deux grands principes à l'esprit pendant toute la durée de la conférence, de façon à garder une ligne directrice dans ce que vous allez entendre. Alors, cette conférence aujourd'hui va se faire en 3 parties. La première partie, je vous propose de parler de la liberté de circulation que j'ai appelée professionnelle, qui est une liberté de circulation à l'intérieur de l'Union européenne et qui concerne les deux côtés professionnels, c'est-à-dire le côté des travailleurs, liberté de circulation des travailleurs, et le côté des employeurs, avec la liberté d'établissement. La deuxième partie sera consacrée évidemment à la liberté de circulation des marchandises et des services. La troisième partie sera consacrée à la liberté de circulation des capitaux, qui est mondiale. Et la dernière partie concernera la dépendance militaire de l'OTAN, de l'Union européenne à l'OTAN, donc aux États-Unis. Alors on va tout de suite commencer par la première partie qui concerne la liberté de circulation professionnelle à l'intérieur de l'Union européenne et en particulier la liberté de circulation des travailleurs. Alors la liberté de circulation des travailleurs, c'est l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je vous le lis pour que vous l'ayez en tête. Donc la libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. Elle implique l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. Donc dans les autres conditions de travail figure la protection sociale. Alors, ce principe-là génère qu'un travailleur qualifié, letton, tchèque ou croate, va pouvoir, pour un salaire 10 fois supérieur à celui escompté dans son pays, mais bien inférieur à celui traditionnellement en vigueur dans le pays d'Europe de l'Ouest dans lequel il envisage de s'installer, vendre son travail, donc ce qui crée en fait une affluence de demande d'emploi dans les pays d'Europe de l'Ouest, en particulier en provenance des pays d'Europe de l'Est, une affluence d'emploi qui déséquilibre le marché de l'offre et de l'emploi. Et ça crée aussi, c'est comme ça d'ailleurs que fonctionnent les compagnies aériennes. Je vous rappelle, les compagnies aériennes low cost, pardon. Je vous rappelle que dans le rapport Attali de 2008, M. Attali préconisait qu'il fallait le développement très important du low cost, qui était qualifié à l'occasion de puissant levier de croissance. Voilà. Donc pour M. Attali, le puissant levier de croissance, c'est le transport aérien low cost, où les gens sont bradés finalement, la force de travail est bradée. Alors, un pas plus loin, la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne, c'est ce que tout le monde appelle les travailleurs détachés. Ça y est, ça n'a pas duré longtemps. Ça ne marche plus. Allô? Bon, bah, tant pis, je vais me passer le micro, hein, si vous voulez vous rapprocher. Donc les travailleurs détachés, en fait, c'est une directive qui date de 1996 et qui a été modifiée, enfin qui a été améliorée, si je puis dire, par une nouvelle directive dont tout le monde a entendu parler en 2014, qui a fait pas mal de bruit. La directive de 2014 ne fait rien d'autre que renforcer les contrôles et les possibilités de contrôle, parce qu'il y avait effectivement de grosses carences de ce côté-là. Alors, la directive de 96 explicite 3 cas dans lesquels un travailleur peut conserver son contrat de travail et ses conditions de protection sociale de son pays d'origine en partant travailler dans un pays tiers qui appartient à l'Union européenne. Alors, le premier cas, c'est le cas dans lequel un employeur détache un salarié vers un autre État membre pour son compte et sous sa direction dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, par exemple.
Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas, c'est le détachement à l'intérieur d'un groupe. Vous avez un groupe, une entreprise du groupe détache un de ses salariés dans une entreprise du même groupe, mais située dans un autre État membre. Et le troisième cas de figure, c'est l'intérim ou les bureaux de placement. Là, vous avez l'intérim qui loue les services d'un travailleur à une entreprise cliente implantée dans un État tiers. Alors, ce système de travailleurs détachés permet de conserver les prestations, ça concerne d'abord des prestations de services temporaires, et ça permet, vous l'avez compris, de conserver les conditions de travail du pays d'origine alors que le service est exploité. Le service, la prestation de service est faite dans un pays tiers, en général, dans lequel les conditions de travail sont plus chères. Alors, on va aller encore un pas plus loin, parce que la liberté de circulation des travailleurs, ça ne s'arrête pas là. Vous vous souvenez sans doute de la directive Bolkestein, qui date de 2006 et qui a été transposée en 2009. Cette directive avait renoncé, vu la levée de bouclier que ça avait entraîné, avait renoncé à imposer de façon générale le principe dit de l'état d'origine. Le principe de l'état d'origine, ça veut dire d'une façon générale conserver toutes les conditions de travail de l'état d'origine pour un salarié ou un travailleur qui exerce dans un autre État membre. Alors, il y a eu une telle levée de bouclier que la directive service a renoncé à introduire ce principe en 2006. Toutefois, et je voudrais que vous rappeliez à cette occasion la différence entre le règlement et la directive. Vous vous souvenez que ce que je vous ai expliqué la semaine dernière, une directive doit être transposée dans les États membres pour s'appliquer, alors qu'un règlement, qui se prend dans les mêmes conditions législatives que la directive, lui, est directement applicable dans les États membres sans aucune intervention des puissances législatives de chaque État. Alors, la directive service, donc, qui devait être transposée pour 2009, datait de 2006. Et en 2008, dans les mêmes conditions législatives, est intervenu un règlement dont personne n'a jamais entendu parler, du 17 juin 2008, qui concerne la loi applicable aux obligations contractuelles en matière civile et commerciale. Alors, ce règlement reprend le principe abandonné par la directive service, suite au rejet des peuples, comme je vous l'ai expliqué, mais en beaucoup plus, en plus grave. Parce que la loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre. Donc en réalité, il reprend le principe dit de l'État d'origine, mais non pas à l'intérieur des frontières de l'Union européenne, mais mondialement. Voilà. Donc le principe de l'État d'origine chassé par la porte de la directive service est revenu par la fenêtre du règlement de 2008. Alors ce règlement indique expressément, je vous le lis, que le contrat individuel de travail est concerné par la liberté de choix de la loi applicable, tout en précisant que ce choix ne peut pas avoir pour conséquence de priver le travailleur de la protection que lui assurerait la loi, alors soit de son état d'origine, là où il exécute habituellement son travail, soit du pays dans lequel est situé son employeur, soit du pays dans lequel les circonstances du contrat présentent un lien encore plus étroit que les deux pays précédents. Donc, le principe est aggravé, puisque là c'est le principe de l'état d'origine, mais mondial, avec une limitation dans son application, puisque ça interdit quand même une protection sociale inférieure à ce que le salarié ou ce que le travailleur aurait obtenu s'il était travaillé dans son état d'origine, dans l'état de son employeur, ou un état encore plus proche. Alors l'état encore plus proche, je ne sais pas trop, mais j'imagine que quelqu'un qui serait détaché de façon 6 mois de l'année, par exemple, dans un pays tiers pour fabriquer un pont ou quelque chose comme ça, ça serait l'état en question serait l'état en question de la protection sociale serait l'état où il exerce son activité de fabrication de ponts. C'est un exemple, hein, il vaut ce qu'il vaut. Alors, le contrat de travail individuel, en conclusion, ce que veut dire ce règlement concrètement, c'est qu'un travailleur chinois pourra venir travailler en France en conservant ses conditions de travail chinoises. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, je vous dis, il faut le rappeler quand même, ce règlement, personne n'en a jamais entendu parler. Tout le monde a entendu parler de la directive service qui a fait grand bruit, mais par contre le règlement, ça j'ai encore jamais entendu personne qui m'en parlait. Alors maintenant on arrive à la deuxième, je m'arrête là pour ce qui est de l'examen du cas de la liberté de circulation des travailleurs,
Et je vais passer à la liberté d'établissement. Alors, liberté d'établissement, c'est l'entreprise. C'est-à-dire, finalement, on ne se met pas du côté du salarié, on se passe du côté de l'employeur. L'employeur est habilité dans tous les États membres à s'installer comme il le veut. Effectivement, là, je suis un peu en retard. Tac. Voilà, on y est. Alors, la liberté d'établissement, les articles 49 à 55 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont concernés. Et je vais vous lire l'article 49 pour fixer les choses. Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement d'un ressortissant d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions et à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre. La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux. Alors, cette liberté d'établissement, elle suppose deux choses. Elle suppose premièrement la reconnaissance des diplômes, puisque pas de liberté d'établissement si un État... ça s'appelle des barrières non tarifaires. C'est les barrières réglementaires qui interdisent finalement à un diplômé d'un État d'aller s'installer pour pratiquer sa science dans un autre État qui ne reconnaît pas les diplômes. Donc ça suppose premièrement la reconnaissance des diplômes. Et ça suppose également la disparition des professions réglementées. C'est pour ça que récemment, tout le monde a entendu parler des professions réglementées, il faut absolument, tout le monde se réveille, il faut absolument les supprimer, tout ça. Mais c'est dans les traités que l'interdiction est établie. Et si vous vous souvenez bien, le rapport Attali de 2008 sur la libéralisation de la croissance préconisait déjà la suppression des professions réglementées. Alors, ce rapport Attali, justement, qui date de 2008, était là pour un peu préparer le terrain, puisque ensuite vous avez eu la recommandation du Conseil ECOFIN. Alors, ça a commencé par les GOP de juin 2014, et ensuite vous avez la représentation, oui, vous avez les GOP, Grandes Orientations de Politique Économique, qui ont été confirmées par les recommandations issues du Conseil ECOFIN du 8 juillet 2014. Alors, ça c'est pour... c'est ce qui concerne le stade Union européenne. Et en France, suite à ces recommandations, en France est arrivé le rapport du corps de l'inspection des finances du 24 septembre 2014, qui confirmait la même chose, que tout d'un coup il fallait supprimer toutes les professions réglementées qui coûtaient beaucoup trop cher aux Français, qui vivaient avec depuis très longtemps, mais c'était une source d'appauvrissement pour les populations. Donc, suite au rapport du corps de l'inspection des finances de septembre, vous avez, le 18 novembre 2014, la présentation du projet de loi dite Macron, qui prévoit effectivement la liberté... Alors, le projet de loi Macron a évolué. Au départ, c'était la déréglementation des professions réglementées. Donc, vous avez vu, il y a eu une levée de boucliers, des grèves en tout genre, tout ça. Donc, finalement, ils sont revenus en arrière. Et ce qui reste actuellement, la loi n'est pas encore votée, ça peut encore changer, mais ce qui reste actuellement, c'est la possible réunion des professions juridiques et comptables dans la même structure juridique. Alors ça a l'air de rien, mais c'est quand même très grave, parce que c'est exactement ce qui existe aux États-Unis. C'est exactement très favorable aux conflits d'intérêts et aux abus de position dominante, puisque c'est favorable aux grands groupes anglo-saxons, vous connaissez les Big Four, qui sont déjà préformatés dans ce sens. C'est donc la disparition programmée des structures françaises qui sont viables. Parce que les petites structures seront amenées à disparaître et les grandes structures, celles qui sont intéressantes, seront rachetées très probablement par ces grandes structures américaines qui fonctionnent comme ça depuis fort longtemps. Alors, le projet de loi Macron, qui est revenu quand même sur une partie de la déréglementation des professions, instaure une liberté d'installation contrôlée pour les notaires, les huissiers et commissaires-priseurs, en instituant une carte des régions pour l'installation, c'est-à-dire finalement la création d'un nouveau numerus clausus pour des professions qui en ont déjà, mais numerus clausus par région. Alors si vous vous souvenez de la conférence de la semaine dernière, ça fait un peu écho à la volonté de régionalisation et de suppression des États-nations. Tout ça, ça va ensemble en fait. Alors, la liberté d'établissement, dans les grandes lignes, c'est ça, mais il faut absolument que vous sachiez que c'est aussi autre chose, puisque l'article 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
je vous le lis, très important, dispose ceci. Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres. Par société, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. Alors, la signification réelle de cet article est très importante. La signification réelle, ça veut dire la suppression à terme de tout le droit électoral français. Parce que cet article a l'air de rien, il concerne qu'une liberté limitée qui a l'air d'être la liberté d'établissement. Mais en réalité, à partir du moment où vous assimilez une personne morale à but lucratif à une personne physique, ça veut dire que les personnes morales sont habilitées à financer, au même titre que les personnes physiques, les partis politiques. Donc ça, c'est l'assimilation du droit américain dans l'ancien droit continental qui avait essayé de réguler toutes ces dérives financiaristes. Plus inquiétant encore, cet article-là assimile, en assimilant une personne morale à but lucratif à une personne physique, ça laisse entendre que finalement la personne physique serait une personne morale à but lucratif comme une autre. Et ça, c'est très grave parce que ça induit une proximité entre deux éléments qui n'ont rien à voir, strictement rien à voir. Une personne morale, c'est une organisation sociétale. Une personne physique, c'est tout à fait autre chose. Hein. Donc une personne physique, c'est la porte ouverte à la marchandisation du corps humain, de ses produits, de ses composantes, et ça nous amène, nous, directement vers le transhumanisme. Donc cet article 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est un article absolument scélérat qui n'a jamais été encore intégré dans le droit interne des États membres, en tout cas pas à ma connaissance, mais ça se passe très souvent comme ça en Union européenne, c'est la méthode des petits pas, vous avez les principes qui sont instaurés, ils ne sont pas mis en application. D'ailleurs, je peux vous donner un autre exemple de ce mode de fonctionnement naturel de l'Union européenne, c'est que dès le traité de Rome en 1957, vous aviez le principe de la liberté de circulation mondiale des capitaux. Mais ce principe était écrit, mais n'était pas effectif. Il a fallu attendre 1988 pour que une directive Delors, je ne sais pas qui, Delors Lamy, remette au goût du jour ce principe, etc. Donc c'est la méthode qui est pratiquée depuis toujours en Union européenne. Vous avez l'instauration des principes, le temps qui passe, on habitue plus ou moins les gens, et puis un jour, d'une façon ou d'une autre, sous forme de directive, de règlement ou de décision de cour de justice, tout d'un coup, on découvre que ces principes qui étaient écrits depuis fort longtemps doivent être mis en application, en vertu du droit de l'Union européenne. Voilà. Ça, je vous l'ai déjà dit. Alors, la liberté d'établissement en acte en France, effectivement, apparemment, et sans le proclamer, le gouvernement français adosse des réformes imposées par l'Union européenne. Mais en réalité, c'est pas ça, puisque derrière l'Union européenne se cachent des acteurs politiques internes qui préparent le terrain à l'Union européenne dans les États membres. Les décisions dites communautaires ont un substrat idéologique et un soutien politique et technique au sein même des États. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le rapport Attali, qui a précédé de plusieurs années la décision, les recommandations du Conseil ECOFIN du 8 juillet 2014. Alors la liberté... Enfissant, c'est ici. Pardon? Enfissant. Ah oui, apparemment ça a l'air d'être ici. Alors, je voulais faire un parallèle qui s'impose et qui doit rester dans l'esprit des gens. De la liberté d'entreprendre à la liberté professionnelle, et c'est vrai que c'est la longue route du mondialisme en France. Ça commence le 17 mars, la liberté professionnelle, la liberté d'entreprendre commence le 17 mars 1791 par le décret d'Allard qui a supprimé les corporations, pas au sens de la corporation puisqu'on les connaît encore aujourd'hui, mais au sens où les métiers étaient réglementés dans chaque ville par un groupe de personnes. Et aujourd'hui, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne va finir en quelque sorte la voie ouverte par le décret d'Allard en interdisant, non pas dans les villes, mais dans les États, la protection des professions et la réglementation
voilà, la suppression des professions réglementées rentre exactement dans le droit fil de ce décret d'Allard. Je sais que ça ne va pas plaire à certaines personnes, mais c'est quand même, il faut le reconnaître et il faut le voir, parce que c'est exactement la même logique, mais en plus grand. Et quand on aura l'instauration des différents traités transatlantiques et transpacifiques, ça sera la même chose et encore plus grand. Donc je crois qu'il faut vraiment garder à l'esprit la logique finale du processus qui est engagé aujourd'hui. On est à mi-parcours ou un peu plus du mi-parcours, mais ça va toujours dans le même sens. Alors, en conclusion sur la liberté de circulation professionnelle à l'intérieur de l'Union européenne, eh bien, on l'a vu depuis le début, c'est sûr, c'est la course à l'abaissement structurel des salaires et à l'augmentation mécanique de la demande par rapport à l'offre. C'est la course à la moins-disance sociale. C'est même l'objectif de ces libertés, c'est ça. C'est la suppression des barrières réglementaires pour les professions réglementées, et c'est une inquiétante assimilation des personnes physiques à des personnalités morales à but lucratif. Les exigences européennes sont relayées par des réseaux oligarchiques internes à l'intérieur même des États membres, et les réformes imposées par soi-disant l'Union européenne ont été bien souvent préparées par les États membres d'ailleurs, eux-mêmes en interne, et d'ailleurs il ne faut pas quand même oublier que le pouvoir exécutif, celui qui est chargé de donner les grandes orientations à côté de celles des traités en Union européenne, c'est le Conseil européen, c'est constitué par les chefs d'État des 28 États membres. Donc rien ne peut vraiment se faire sans leur consentement. Tout ce qui va dans le sens des traités leur échappe, parce que la mise en pratique, c'est pas de leur ressort, mais en revanche, ils adhèrent au principe. On ne peut pas considérer que l'Union européenne soit exclusive, soit à l'extérieur des États. C'est les États eux-mêmes qui ont généré cette Union européenne, mais ils n'ont pas généré ça dans l'intérêt des populations. Alors maintenant on va passer à la liberté de circulation des marchandises et des services. C'est pour ça que je vous ai fait un petit dessin avec des transports. Alors la liberté de circulation, c'est la deuxième partie de cette conférence d'aujourd'hui. La liberté de circulation des marchandises, c'est l'article 32 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc cet article 32 institue que la Commission fixe les tarifs douaniers. Alors elle fixe les tarifs douaniers avec trois contraintes, trois conditions. La première, c'est de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers. Ça, c'est le premier critère. Promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers, pas entre les États membres tout seuls. Le deuxième critère, c'est qu'il faut accroître la force compétitive des entreprises. Accroître la force compétitive des entreprises. Et le troisième, c'est veiller à assurer l'expansion de la consommation, non pas du bien-être des populations, mais l'expansion de la consommation et l'accroissement de la compétitivité. Donc, ça veut dire, on voit déjà où ça va. La traduction, c'est spoliation consentie des États qui favorise un accroissement de la consommation qui va de pair avec une perte des industries et une perte de savoir-faire. C'est ça qui est inclus dans cet article. Alors, les produits de marque française qui ont été délocalisés vont pouvoir venir se vendre, donc qui ont été fabriqués beaucoup moins cher ailleurs, vont pouvoir venir se vendre sans barrière douanière aucune dans l'état d'origine qui avait pourtant servi un peu de pépinière à ces entreprises au départ. Je pense en particulier aux entreprises automobiles françaises, l'industrie automobile, qui a été longtemps abreuvée et gardée au chaud au sein de l'État pour ensuite maintenant aller se délocaliser et revendre leur production chez nous sans aucune barrière. Donc c'est la perte d'un levier qui servait à protéger les productions intérieures et c'est une prise d'indépendance des entreprises par rapport à leur état d'origine. Alors c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que ces entreprises, par rapport à leur état d'origine, quand elles avaient des parts qui appartenaient à l'État, eh bien elles ont bénéficié de subventions, des infrastructures publiques, de moyens éventuellement diplomatiques pour obtenir des contrats à l'étranger. Donc elles ont été financées une partie par le budget public, donc les contribuables en fait. Et après, une fois que elles peuvent se délocaliser, eh bien la mutualisation des efforts financiers de départ se transforme en une privatisation finalement des recettes à arriver. Elles prennent leur indépendance des États.
Alors l'exemple de Peugeot, Renault, l'exemple de Renault et de PSA illustre parfaitement cette dynamique, puisque on a aujourd'hui une diminution phénoménale de la production automobile en France, due d'une part à la cherté de l'euro par rapport au dollar, et d'autre part à la crise interne aux pays de l'Union européenne, provoquée par l'euro qui n'est pas adapté aux économies locales. Donc, résultat de ça, ces entreprises délocalisent leurs usines. Par exemple, on a appris le 22 mai 2014 que PSA allait délocaliser en Slovaquie sa production de C3. Alors, la deuxième sous-partie concerne non pas la libre circulation des marchandises, mais la libre circulation des services. Alors, la libre circulation des services, c'est l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'article 57. Alors, vous les avez là, mais je vais vous les lire. Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation de services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. Vous voyez ici que c'est déjà une vocation mondiale, car le Parlement et le Conseil peuvent étendre cet avantage à un ressortissant d'un État tiers établi à l'intérieur de l'Union européenne. Donc une entreprise chinoise ou indienne ou de n'importe quel continent sur Terre peut instituer une filiale en Union européenne qui sera considérée comme un ressortissant de l'Union européenne. Et l'article 57, les services sont les prestations fournies normalement contre rémunération. C'est des activités à caractère industriel, commercial, artisanal et les professions libérales. Alors, les États doivent se départir de leurs entreprises publiques qui empêchent la libre concurrence et par voie de conséquence la liberté de circulation des services. Les entreprises publiques doivent donc peu à peu être privatisées. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence... la deuxième remarque, c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, dans les privatisations imposées par l'Union européenne, en réalité... il y a des relais d'opinion en interne dans les États membres qui font que finalement le mouvement de privatisation est à la fois exogène puisqu'il vient de l'Union européenne et endogène puisqu'il vient aussi de l'intérieur des relais d'opinion à l'intérieur des États. Et je vous signale par exemple que le think tank français, l'Institut de recherche fiscale et économique, prône la privatisation de la Poste, de la SNCF, etc. Donc effectivement, on dit que l'Union européenne impose tout ça, mais il ne faut quand même pas oublier que l'Union européenne a été fondée par justement les États membres, et que les relais d'opinion en interne sont très forts et sont efficaces, n'est-ce pas, comme on peut le constater, puisque maintenant on est embrigadé dans cette Union européenne. Alors je vais vous donner des exemples, hein. Là je vais passer assez vite, mais des exemples de privatisation d'anciens services publics en France qui ont été imposés par ces réglementations européennes. Alors, par exemple, vous avez France Télécom. Alors, la directive européenne date de 1997, mais les États avaient anticipé, et dès 1990, l'État France Télécom quitte le giron du ministère des Postes et Télécoms pour recevoir une autonomie financière et de gestion. Voilà. En 1990, hein, la directive date de 1997, donc les États ont largement anticipé sur les tendances lourdes de l'Union européenne. En 1996, France Télécom devient société anonyme, dirigée par un conseil d'administration. Le 20 octobre 1997, l'État, sous Lionel Jospin, vend 21% des parts, soit environ un quart du capital. En septembre 2004, l'État vend encore des participations. La participation publique tombe sous la barre des 50%. En juin 2007, l'État cède encore 5%. Le 1er juillet 2013, France Télécom devient Orange. Et en octobre 2014, la participation de l'État dans Orange ne s'élève plus qu'à 25%. Pour ce qui est de la SNCF, il y a une directive de 1991, oui c'est ça, relative au développement de chemins de fer communautaires qui pose le principe de séparation de la gestion des infrastructures de l'activité de transport en elle-même. Et deux directives d'application de la première qui datent de 1995. Donc la première directive 91, deux directives d'application en 1995. Traduction en droit français. En 1996, création d'un établissement public industriel et commercial, Réseau Ferré de France, pour gérer l'infrastructure, qui est propriétaire du réseau. En 1997, la SNCF exploite le service des transports et la partie commerciale des gares. En 1996 et 2002, entre 1996 et 2002, on assiste à une régionalisation des services régionaux de voyageurs. Et le 24 juin 2014, adoption par l'Assemblée nationale d'un projet de loi visant à créer deux EPIC, deux établissements publics industriels et commerciaux,
SNCF qui contrôlera SNCF Réseau et SNCF Mobilité. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du Conseil ECOFIN du 8 juillet 2014. Eh bien, on va le retrouver ici, puisque ce Conseil ECOFIN a trouvé que la privatisation en France de la SNCF était encore trop frileuse. Ce Conseil considère que la France n'a pas encore ouvert son marché intérieur du transport ferroviaire de passagers à la concurrence et que la nouvelle structure risque d'entraver l'accès d'autres opérateurs au réseau. Alors la France doit s'attacher, en recommandation, la France doit s'attacher à garantir l'indépendance du nouveau gestionnaire unique des infrastructures, de façon à ce qu'il ne bloque pas l'entrée de nouveaux arrivants, et à prendre des mesures pour ouvrir le marché intérieur des transports de passagers à la concurrence. Alors la libéralisation du marché de l'énergie, cette libéralisation est préconisée par deux directives du même jour, une du 26 juin 2003 concernant le marché intérieur de l'électricité et le marché intérieur du gaz. La conséquence, concernant le gaz, la conséquence en France de ces directives, c'est l'ouverture les banques deviennent autorisées à fournir du gaz en France. Alors, une banque qui fournit du gaz, c'est pas elle qui va installer toutes les infrastructures et qui va fournir un service de gaz. La banque qui fournit du gaz, elle ne fait qu'une chose, c'est spéculer sur les tarifs du gaz qui seront fournis aux utilisateurs. Donc ça ne va pas dans le sens de l'abaissement des tarifs, ni dans le sens de l'intérêt du contribuable et surtout du citoyen. Alors, je vous cite le premier arrêté de 2007 qui autorise la BNP, arrêté de 2010 JP Morgan, arrêté de 2010 encore Goldman Sachs, arrêté de 2010 Deutsche Bank et enfin, septembre 2010, la Société Générale est à son tour autorisée à spéculer sur le marché du gaz. Alors, concernant non plus le gaz mais l'électricité, puisqu'on a vu que c'était le grand marché de libéralisation de l'énergie, alors, il y a une déréglementation des services de l'électricité, une directive de 96, et en France, vous avez une loi dite NOM, N-O-M-E, Nouvelle Organisation du Marché de l'électricité, vous savez qu'on aime bien les acronymes en France, du 7 décembre 2010. Alors, un partage de la rente nucléaire entre EDF et les fournisseurs alternatifs d'électricité, partage du volume d'électricité entre les divers fournisseurs, et scission d'EDF en ERDF, 1er janvier 2008, chargé de l'acheminement de l'énergie, et EDF, chargé de la production et de la commercialisation de l'énergie. On a le même schéma que ce qui s'est passé pour la SNCF. Alors, c'est toujours pareil, on revient vers les recommandations ECOFIN du 8 juillet 2014 qui estiment que les tarifs réglementés restent trop bas pour permettre à des concurrents de s'installer. Concernant les tarifs réglementés applicables aux ménages, sont encore trop bas parce que ça interdit à des concurrents de s'installer, donc il faut revoir ça en urgence. Et il faut renforcer les interconnexions électriques et gazières avec les pays voisins. Voilà, recommandation, augmenter les tarifs du gaz et de l'électricité pour les ménages. Alors, vous avez également une directive de 2010 qui concerne les transports intelligents. Alors, cette directive transport intelligent n'a l'air de rien, personne ne s'en occupait jusqu'à ce qu'on entende parler des tribulations de l'écotaxe. Parce qu'effectivement, l'écotaxe découle directement de cette directive de 2010. Alors, vous avez tous entendu parler de l'écotaxe, les bonnets rouges, tout le monde s'est dressé contre l'écotaxe, effectivement, avec à juste raison. À tel point que le 9 octobre 2014, Ségolène Royal annonce la suspension sine die de l'écotaxe. Le 25 novembre 2014, elle revient un peu en arrière en disant la suspension du contrat avec Ecomove n'est pas la suspension de l'écotaxe et certainement pas la suspension du principe pollueur-payeur. Alors vous savez que l'écotaxe avait justifié l'apparition d'une société qui s'appelait Ecomove, qui était détenue à 70% par Atlantia. C'est un nom très, très atlantiste, hein. Détenu par un groupe italien, et Atlantia c'est un groupe italien où était également Atlantia détenait Ecomove, et dans Ecomove, en actionnaire minoritaire, il y avait le français Thales, la SNCF, la SFR et Steria. Alors, suite à la levée de bouclier contre l'écotaxe, l'État a décidé de transformer l'écotaxe en péage transit poids lourd. Mais ce péage transit poids lourd sera fondé sur un équipement embarqué. Donc ça veut dire que le contribuable va financer l'équipement qui va le servir à fonctionner. C'est quand même assez croustillant comme imagination. D'avoir imaginé ça, c'est vraiment extraordinaire.
Donc ce péage transit poids lourd, le problème c'est que va générer des recettes beaucoup moins importantes que Ecotax ne l'aurait fait, puisque vous avez une évaluation à 600 millions d'euros par an contre 1,15 milliard pour l'Ecotax. Alors comment va être financé ce manque à gagner pour la société qui gérera le péage transit poids lourd? Eh bien il y a deux pistes qui sont actuellement envisagées. Une augmentation du prix du gasoil. Voilà. Et la deuxième piste, c'est un financement par les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Je pense que pour le contribuable, la deuxième piste serait mieux, mais à condition que ça ne fasse pas augmenter les péages de façon trop importante. Alors, la privatisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, au final, c'est la fin des services publics. Parce qu'il ne s'agit pas de la privatisation seulement de SNCF ou d'autres, c'est la privatisation de tous les transports qui est envisagée. Fluviaux, installations portuaires, aériens, autoroutiers, mais autoroutiers, on a déjà connu ça puisque on a déjà les sociétés privées concessionnaires d'autoroutes. Et à cette occasion, je voudrais vous rappeler qu'un rapport de l'autorité de la concurrence a dénoncé les abus des sociétés concessionnaires d'autoroutes, à tel point qu'un rapport de décembre 2000, un rapport parlementaire a préconisé d'ici au 31 décembre 2014, donc on sait que ça n'a pas été mis en œuvre déjà, la résiliation des contrats en cours d'ici, la résiliation des contrats en cours et la renationalisation des autoroutes. Alors de toute façon, évidemment, la date limite c'était le 31 décembre 2014, on ne l'a pas vu arriver et on ne le verra jamais arriver puisque les traités européens s'opposeront toujours à des renationalisations, puisque l'objectif c'est non pas d'avoir du patrimoine public pour les États, mais au contraire de liquider le patrimoine public pour privatiser. Alors, le vaste mouvement de privatisation va sonner le glas de la notion même de service public, puisque les services seront rendus à titre privé contre rémunération et non pas au nom du bien commun moyennant participation des citoyens aux charges publiques, mais évidemment, comme toujours, sans diminution corrélative de la charge d'impôt. Alors qu'a priori, vous n'avez plus de service public, vous avez moins d'impôts à payer. Et bien là, ça ne se passe jamais comme ça dans le monde de l'Union européenne, c'est toujours moins de services publics, mais jamais moins d'impôts. Alors, on va arriver maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous parler, on arrive dans le dur du sujet, puisqu'il s'agit de la libre circulation, non plus des biens et des services, mais des capitaux. Alors, la libre circulation des capitaux, eh bien, c'est le point stratégique vraiment de la conférence d'aujourd'hui et nécessite des explications en termes d'origine, de filiation et de conséquences. Alors, déjà, j'espère que vous avez gardé en tête la petite introduction que j'ai faite tout à l'heure en disant que je vais délayer un peu, ça va être un peu plus... concernant la liberté de circulation des capitaux, je ne vais pas me concentrer uniquement sur les traités de l'Union européenne, je vais élargir pour essayer de voir dans quel contexte ça s'inscrit, dans quel contexte réglementaire mondial, international ça s'inscrit, pour qu'on ait les idées un peu plus claires sur toutes ces libertés. Alors, concernant la liberté de circulation des capitaux, on verra le principe, on verra ses restrictions de fait, ses conséquences, et ensuite je vais me hasarder sur le sentier du corollaire de ce principe, qui est l'organisation des paradis fiscaux, et non pas les paradis fiscaux, parce que les paradis fiscaux ne dépendent pas de la liberté de circulation des capitaux. Ils préexistaient à cette liberté, ils ont toujours existé. Mais en revanche, vous verrez que l'organisation, que cette liberté de circulation des capitaux a induit, ou en tout cas s'est faite à un moment parallèle avec une organisation différente des paradis fiscaux. Alors, le principe de liberté de circulation des capitaux, de circulation mondiale des capitaux, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Toutes les restrictions au paiement entre les États membres et entre les pays tiers sont interdites. Donc on est bien d'accord, il ne s'agit pas d'une liberté à l'intérieur des frontières de l'Union européenne. C'est poreux, les frontières de l'Union européenne sont poreuses, elles doivent laisser passer tous les mouvements de capitaux et les mouvements financiers en provenance et en direction du monde entier. Alors, je voudrais revenir là, c'est un peu une incidente, mais je vais revenir un peu sur l'origine et la filiation de toutes ces libertés, les libertés de circulation du commerce et des capitaux.
Alors, on a le début, vraiment le début, c'est 1947 avec les accords du GATT, qui mettent en place la matrice d'un commerce international conforme au libre-échange. Ensuite, vous avez le traité de Rome, puisque la libre circulation des capitaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, pour prendre cette liberté par exemple, était inscrite dès 1957 dans le traité de Rome. Ensuite, vous avez la directive du Conseil européen dont j'ai parlé tout à l'heure, de 1988, qui est la directive Delors-Lamy, qui remet au goût du jour le principe de la liberté de circulation des capitaux. Et puis le traité de Maastricht. Ensuite, vous avez les accords de Marrakech en avril 1994, qui institue l'OMC, et l'OMC qui est chargé de mettre en œuvre finalement la libéralisation mondiale du commerce avec toutes les libertés que nous connaissons, nous, dans les traités européens. Les traités de libre-échange, alors là c'est très important puisque ça, là c'est le passé. Maintenant on arrive à l'actualité. L'actualité de tous ces principes, c'est les grands traités de libre-échange qui sont actuellement négociés. Alors vous avez d'un côté les traités qui sont chargés de mettre en œuvre, de mettre en place le grand marché transatlantique, et d'un autre côté les traités qui sont chargés de mettre en œuvre le grand marché transpacifique. Je vais détailler un peu le grand marché transatlantique, que je connais mieux que l'autre, mais l'autre, sachez qu'il existe, il est en négociation, en même voie d'achèvement que le marché transatlantique, et que c'est son frère jumeau, ce sont deux jumeaux. Alors, le grand marché transatlantique sera réalisé une fois que les traités suivants seront mis en œuvre, c'est-à-dire le TAFTA, qui est aussi appelé TTIP, le TAFTA entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est l'équivalent de l'ALENA conclu en 1994 par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le CETA, qui s'appelle aussi AECG, et qui est conclu actuellement, enfin qui est actuellement en négociation entre l'Union européenne et le Canada. Et enfin le TISA. Le TISA, c'est un accord sur la libéralisation poussée du commerce des services, entre l'Union européenne, les USA et 21 autres États. Donc l'Union européenne, les États-Unis et 21 autres États. Donc une fois que ces trois traités-là seront mis en œuvre, seront appliqués, cela réalisera ce qu'on appelle le grand marché transatlantique. Donc la suite de ça, c'est prévisible. Alors je peux m'avancer, mais je pense que la marge d'erreur est très faible. Vous aurez une jonction du grand marché transatlantique avec le grand marché transpacifique. Et si les gens qui sont à l'origine de tous ces traités de libre-échange suivent la même méthode que celle qui a été appliquée pour l'Union européenne, et qui a commencé avec le CECA, qui était un traité relativement anodin, eh bien, la jonction des deux grands marchés se réalisera finalement le gouvernement mondial, qui finalement sera la mise en pratique, la mise en œuvre du nouvel ordre mondial dont tout le monde entend parler. Voilà. Mais pour ça, il faut déjà que les traités soient négociés, que les deux grands marchés fassent leur jonction et qu'ils instituent un nouveau traité qui crée des institutions, etc., comme on a connu en Union européenne. Mais enfin, je veux dire, je me permets de faire le parallèle parce que ça paraît presque naturel. Je veux dire, la tendance est lourde. Voilà. Alors, interdiction. Alors, la liberté de circulation des capitaux, c'est d'abord et avant tout l'interdiction des obstacles aux investissements. Alors, en Union européenne, l'interdiction des obstacles aux investissements, donc qui découle de cette liberté des traités européens. Alors se décline en France, les conséquences en France, vous les voyez, sont les suivantes. Entre 2001 et 2003, J'aime plus est tombé dans le giron américain, et c'est surtout ces brevets qui intéressaient les Américains. En 2003, le groupe Péchinet a été racheté par Alcan, lui-même racheté en 2007. En août 2012, vous avez un Chinois qui rachète Château Gevrey-Chambertin. En novembre-décembre 2014, cession du pôle énergie d'Alstom. Alors là, j'insiste beaucoup. La cession du pôle énergie d'Alstom, on n'a pas encore tout vu, puisque maintenant, le pôle énergie d'Alstom avait une filiale très importante qui s'appelle, je ne connais pas son nom, la filiale Satellite Tracking System. Cette filiale, c'est une activité hautement stratégique qui est spécialisée dans le repérage des satellites. Et cette filiale intéresse beaucoup les Américains. Donc la question maintenant va se centrer sur le fait de savoir si cette filiale tombe de facto sous le contrôle de General Electric, ou s'il y aura s'il peut y avoir des négociations pour faire échapper cette filiale. Mais à mon avis, General Electric visait notamment cette filiale. Donc, on verra, on va attendre la suite.
Décembre 2014, vous avez tous entendu parler de l'aéroport Toulouse-Blagnac, qui est passé sous contrôle sino-canadien. Et la loi dite Macron, là du début 2015, qui a été présentée fin de l'année 2014, préconise l'ouverture du capital des aéroports de Nice et de Lyon aux investisseurs privés étrangers. Vous savez qu'aujourd'hui, ces deux aéroports sont détenus à 60% par l'État. Vous avez également, en 2015, une petite nouvelle, c'est concernant l'industrie de défense terrestre, est envisagée ce qui s'appelle l'opération Kant. Alors cette opération Kant, en réalité, c'est le mariage en cours entre le français Nexter et l'allemand Krauss Maffei Wegmann, pour donner une entreprise qui temporairement devrait s'appeler Newco. Alors on ne sait pas pourquoi le mariage entre un allemand et un français, ça donne un nom américain, ça donne un nom anglais. Et ça, c'est prévu dans le projet de loi Macron. Alors vous avez aussi, comme interdiction des obstacles aux investissements, vous avez aussi tous les rachats d'actifs français par le Qatar. Alors bon, vous avez l'inventaire à l'après-vert, mais je voulais insister sur le fait que ces actifs français rachetés par le Qatar ont été très largement favorisés par une convention fiscale bilatérale qui a été signée en 2008 par Sarkozy avec ses amis du Qatar et qui exonère quasiment de tout impôt les possessions patrimoniales, les possessions d'actifs immobiliers qataris en France. Voilà. Les actifs français détenus par des Qataris. Voilà. Je vous signale quand même que cette convention, qui date de 2008, n'a jamais été dénoncée par la France. C'est-à-dire que Sarkozy est parti, mais le gouvernement d'après ne s'est pas précipité pour aller dénoncer cette convention scélérate. Alors, les conséquences de l'interdiction des obstacles aux investissements, eh bien, c'est une interdiction faite aux États de localiser sur leur territoire la richesse produite. Vous avez par exemple en 2005 la Cour de justice des communautés européennes, à l'époque elle s'appelait comme ça, qui a condamné le système du crédit d'impôt recherche français en tant qu'il était réservé aux seules opérations de recherche réalisées en France. Vous avez une incitation parallèle, évidemment, avec la liberté d'établissement, faite aux entreprises de localiser leur production. Donc, les États n'ont plus le droit de localiser sur leur territoire la production de richesse, mais les entreprises, elles, sont incitées à localiser, selon leur vouloir, leur volonté, là où elles veulent, leur production. Alors, pour les groupes d'entreprises à implantation multiple, eh ben, c'est la localisation judicieuse des fonctions, là où les États sont les plus compréhensifs au niveau fiscal, donc avec des flux intragroupes transfrontaliers qui permettent de faire la jonction. Et pour les entreprises uniques, c'est la localisation judicieuse de leur siège social, évidemment. Alors, tout ça permet finalement une prise de contrôle du politique par les entreprises, puisque les richesses ne peuvent plus être localisées par les États, mais ce sont les entreprises qui ont la main qui décident de localiser leurs richesses là où elles veulent. Et là où elles veulent, vous avez bien tous compris que c'est là où il y a moins d'impôts finalement, où les taxes sont les moins importantes. Donc c'est quand même une moins-disance à la baisse de toutes les protections sociales que les États avaient pu fabriquer au cours de longues décennies. Alors je voulais faire une incidente, c'est pas tout à fait en rapport, mais c'est important parce que on en a déjà entendu parler, vous allez en entendre parler à nouveau très bientôt, la protection du secret des affaires. Alors cette histoire de protection du secret des affaires, ça entre dans le cadre de la fluidification des échanges commerciaux et capitalistiques. Voilà. C'est pour faciliter les échanges de capital entre entreprises sans que personne ne mette trop son nez là-dedans. Alors la Commission européenne a présenté le 28 novembre 2013 un projet de directive sur la protection du secret des affaires. Le secret est défini comme des informations qui répondent à toutes les conditions suivantes, c'est-à-dire elles sont secrètes en ce sens que dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exact de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues de personnes appartenant au milieu qui s'occupent normalement du genre d'information en question ou ne leur sont pas aisément accessibles. Deuxièmement, elles ont une valeur commerciale parce qu'elles sont secrètes. Et elles ont fait l'objet de la part de la personne qui en a licitement le contrôle de dispositions raisonnables compte tenu des circonstances destinées à les garder secrètes. Alors, je vous signale quand même qu'il y a un illustre précédent à ce secret des affaires en Union européenne. C'est quand le tribunal de l'Union européenne a autorisé Mario Draghi, à conserver secret les documents par lesquels la dette grecque a été camouflée par les bons soins de Goldman Sachs, dont Mario Draghi était alors directeur Europe, afin de permettre à ce pays d'intégrer la zone euro.
Donc ça, c'est une mise en application du secret des affaires sans que la directive soit encore mise en application. Mais vous voyez, la tendance elle existait déjà. Alors, le secret des affaires en France existe aussi, puisque vous savez que dans le projet de loi Macron, des parlementaires s'étaient mis en tête, toujours pour devancer les directives et pour faire du zèle, de prévoir, de protéger le secret des affaires. Alors, je vous signale que c'était quand même pas rien, puisque c'était puni de 3 ans d'emprisonnement, 375 000 € d'amende, doublé en cas d'atteinte aux intérêts économiques essentiels de la France. Entre parenthèses, cette atteinte aux intérêts économiques supérieurs de la France dans les traités européens n'existe pas. Donc ça, cette disposition aurait très probablement été retoquée par les instances européennes. Alors, ça autorisait des procès à huis clos qui nous préparent finalement à la justice privée qu'on connaîtra à l'occasion des cours d'arbitrage du TAFTA, une fois que ces marchés seront mis en œuvre. Et ces sociétés seront même autorisées à demander la non-publication de leur compte annuel. Donc on est en pleine opacité, c'est absolument incroyable. Alors finalement, cet amendement est retiré puisque les médias, vraiment rués dans les brancards, se sont opposés avec force à cet amendement qui a été retiré par le gouvernement, mais qui sera rediscuté, ce n'est que partie remise, il sera rediscuté dans le cadre du projet de loi sur la protection des sources des journalistes. Mais il n'y a pas que la protection des sources des journalistes qui est en cause dans ce projet, hein. C'est aussi la conception du droit continental qui cède une fois de plus le pas par rapport à la conception du droit anglo-saxon où tout est financiarisé, où on donne une valeur patrimoniale à des actifs qui n'en sont pas finalement. C'est un pas de plus vers l'harmonisation à l'anglo-saxonne de la fonction de la façon de faire du commerce. Voilà. Alors, effectivement, cette disposition du secret des affaires, c'est une disposition qui n'est pas du tout anodine, mais qui est d'ordre géopolitique. Elle s'inscrit dans les grands mouvements initiés par l'OMC, et elle impose, ce que je vous disais, une conception anglo-saxonne financiariste du droit, et elle tente à renforcer la prise de contrôle du politique par les entreprises. Alors, ça c'était une incidente, hein, le secret du droit des affaires. Je voulais vous en parler parce que c'est quand même quelque chose de très important. Symboliquement et matériellement, ça risque de le devenir aussi, mais c'était quand même une incidente. On était, vous vous souvenez, dans l'interdiction des obstacles aux investissements. Alors, je voulais vous signaler que l'interdiction des obstacles aux investissements, c'est une donnée qui n'est pas symétrique. Parce que, par exemple, les Américains s'opposent au rachat de leurs avoirs stratégiques. La Maison-Blanche peut interdire la fusion ou l'acquisition d'une société américaine par un acteur étranger. Et il y a un organisme qui s'appelle le CIFUS qui est chargé d'analyser les dossiers pour accepter ou pas la cession d'entreprises américaines. Alors, par exemple, la compagnie pétrolière chinoise n'a pas pu racheter la société Innocal. En 2005, le groupe chinois ailleurs n'a pas pu racheter le fabricant d'électroménager Metag. Le fabricant d'électroménager, c'est pas quelque chose de stratégique pourtant, hein, et ça a été refusé. L'équipementier chinois de télécommunications Huawei n'a pas pu entrer au capital de Freecom, ni de Two-Wire, Motorola, ni racheter l'entreprise de technologie californienne Freelift System. Alors en Chine c'est pareil, un projet d'acquisition d'une entreprise chinoise ne peut être réalisé qu'une fois l'obtention de l'approbation des administrations concernées. Même si les personnes privées se sont mises d'accord et ont signé les contrats. Les administrations chinoises peuvent refuser et interdire un tel rachat. Alors, concernant les interdictions des obstacles aux investissements, concernant le principe de libre circulation mondiale des capitaux, eh bien, on ne peut que constater que c'est un principe qui est général et absolu, qui est édicté comme tel, mais dans les faits, eh bien, il y a des restrictions, et des restrictions qui proviennent des États-Unis d'Amérique. Puisque, à la faveur du moyen de pression que représente la menace de fermeture de leur marché aux entreprises étrangères, et sous la prétendue lutte contre la corruption, les États-Unis décrètent unilatéralement des interdictions de commercer et d'échanger ils s'opposent à ce que les capitaux puissent circuler librement.
Alors évidemment, vous avez eu des interdictions de commercer avec l'Iran, avec Cuba qui viennent d'être levées, avec le Soudan et d'autres, et vous avez l'embargo dont on entend beaucoup parler actuellement contre la Russie, qui a été suivi, embargo américain qui a été suivi sans scrupule par les dirigeants de l'Union européenne. Alors vous avez des pans entiers de l'économie française qui sont menacés. Peugeot en 2012 et Renault en 2013 ont été interdits de continuer leurs activités en Iran. Vous avez Total en 2013 qui a subi 400 millions d'euros d'amende et qui est mis jusqu'en 2016 sous tutelle du département de la justice américaine. 400 millions. Oui, 400. Vous avez dit 4 millions. Non, pardon. J'ai cru avoir dit 400. Non, 400 millions effectivement. Et qui est doté d'un surveillant en intégrité. Alors je ne sais pas si ça ne vous rappelle pas des périodes très sombres de l'histoire, le surveillant en intégrité, qui fait partie des conseils d'administration jusqu'en 2016, qui est un représentant du secrétariat d'État américain qui participe au conseil d'administration de la société Total. Et vous avez BNP Paribas, qui évidemment, là vous le savez aussi, vous vous en souvenez certainement, en juin 2014 a dû payer 10 milliards de dollars d'amende, infligée toujours par le département de la justice américaine, et qui a dû licencier des hauts salariés sous la menace de retrait de licences bancaires aux États-Unis. Est-ce que ça a été payé? Les 10 milliards ont été payés? Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Il me semble que ça a été réduit à 7, mais là, j'ai pas suivi complètement jusqu'au bout, donc je pourrais pas vous... Mais oui, de toute façon, oui, il n'y a pas de moyen d'y échapper. Hein. Alors, vous avez ces restrictions, là, il y a une stratégie de la tension qui s'installe et une escalade de la guerre économique entre l'Occident et la Russie. Alors, c'est un peu une incidente, mais quand même... dans les restrictions que les États-Unis mettent à la liberté de circulation des capitaux, ça va jusqu'à une montée de la tension économique et même, étant donné que ce qui se passe en Ukraine, ça peut aller aussi bien au-delà. Alors en juillet-septembre 2014, l'Union européenne prend évidemment sous la pression américaine des sanctions contre la Russie. Le 20 octobre 2014, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu un très suspect décès du PDG de Total après que celui-ci ait conclu avec la Russie d'importants contrats gazés libellés en euros ou en roubles. Fin novembre 2014, vous avez Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui affirme que l'Occident, par le biais des sanctions imposées à la Russie, cherche à imposer un changement de régime politique en Union européenne. Donc vous voyez que ça va quand même très loin. En Russie. Oui, en Russie. Ah oui, mais décidément, hein, effectivement, vous avez compris, hein, de toute façon, là, il n'y a pas de doute. Le 13 décembre 2014, le Congrès américain autorise de nouvelles sanctions contre Moscou et le 18 décembre 2014, l'Union européenne s'aligne en décrétant de nouvelles sanctions via la Crimée. On va voir comment tout cela se terminera. Alors, on arrive à la troisième partie de la liberté de circulation des capitaux, et là je voudrais insister sur les conséquences que cette liberté de circulation des capitaux a engendré. C'est une conséquence directe qui provient de l'instauration de cette liberté. Eh bien, c'est l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, elle provient de la mise en concurrence fiscale des États par les entreprises. Je vous ai expliqué que les entreprises s'installaient, soit leur siège social, soit des filiales, dans les États qui étaient le plus conciliants en matière d'impôts. Voilà. Alors, cette optimisation fiscale, oui, je voudrais un peu revenir sur le principe de l'organisation des entreprises en groupe, qui permet aux filiales de localiser les bénéfices dans les pays fiscalement intéressants. Eh bien, parce que vous entendez parler de ça dans les médias, et souvent les gens ne comprennent pas très bien de quoi il s'agit. En fait, la localisation judicieuse d'activités a commencé au début du XXe siècle aux États-Unis d'Amérique grâce à l'organisation politique fédérale de cet État. Donc les entreprises passaient d'un État à l'autre, et comme les États avaient une autonomie de gestion financière, elles avaient pris l'habitude évidemment de s'installer là où les États étaient les moins gourmands en impôts. Cette habitude qui a été prise aux États-Unis par les entreprises commerciales au début du XXe siècle a généré une prise de conscience des pouvoirs des autorités politiques, des autorités politiques des États fédérés,
qui ont décidé de contrôler ça d'un peu plus près et qui ont appelé ça les prix de transfert. Donc les prix de transfert, en réalité, c'est une réaction des autorités publiques au flux transfrontalier, transétatique à l'intérieur de l'État fédéral. C'est ça les prix de transfert. Aujourd'hui, on dit les prix de transfert, ça, les gens imaginent que c'est le diable, mais les prix de transfert, c'est la réaction étatique à la fluidité, au flux des capitaux intra-groupes et interétatiques. C'est ça les prix de transfert, ce que c'est. Donc on retrouve l'idée selon laquelle l'impérialisme américain s'est développé au moyen de l'expansion du commerce par le biais d'entreprises anonymes. Et cette organisation qui a été mise en œuvre et qui a été testée au début du XXe siècle aux États-Unis d'Amérique est en train de s'implanter dans le monde entier. Et aujourd'hui, on parle de prix de transfert en France. Il y a 50 ans, on n'en avait jamais entendu parler. Voilà. C'est grâce à l'organisation de l'Union européenne qu'on peut commencer à en entendre parler. Quand je dis grâce, c'est à la faveur de problèmes. Alors, l'optimisation fiscale, pour revenir à ça, elle opère de deux façons différentes. L'optimisation opère à l'intérieur des États et à l'échelon international. À l'intérieur des États, vous avez tous entendu parler... Oui, c'est ça. À l'intérieur des États, eh bien, vous avez le développement, la multiplication des défiscalisations et autres niches fiscales qui provient de la mise en concurrence directe des États par les entreprises. Et vous avez également la pratique devenue courante des tax rulings. En fait, c'est des rescrits fiscaux qui permettent aux entreprises de négocier avec les autorités fiscales leur implantation future. Et cette pratique, on en a beaucoup entendu parler très récemment à cause de Juncker au Luxembourg, parce que effectivement le Luxembourg a l'avantage en plus d'être un paradis fiscal, mais en plus d'être un paradis fiscal, effectivement, il a des impôts très conciliants. Donc les entreprises ont négocié avec Juncker, mais les entreprises, il faut savoir que cette pratique de négociation entre les entreprises et les États, les autorités fiscales des États est en train de devenir monnaie courante partout. Donc il y a une sorte de chantage à l'installation. Les entreprises disent ok, moi je veux bien m'installer, mais si vous me dégrevez de tel impôt local, ou si vous me procurez un avantage en termes de transport ou de je ne sais quoi sur tel... Voilà. Donc cette pratique des tax rulings, ça n'existe que parce que les entreprises peuvent choisir leur lieu d'implantation. Voilà. Donc l'optimisation fiscale opère donc à l'intérieur des États, mais elle opère également à l'échelon international, puisqu'à l'échelon international, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les groupes choisissent leur implantation de façon judicieuse, et ça leur permet de localiser les bénéfices là où c'est intéressant. Je vais vous donner, par exemple, l'exemple d'Amazon. Quand vous achetez sur Amazon.fr, eh bien, le chèque, enfin le prix que vous payez par PayPal ou autre, n'est pas encaissé par Amazon France, mais est encaissé par Amazon Luxembourg. Voilà. Et la société Amazon Luxembourg rémunère la société Amazon France pour une prestation de service de logistique finalement, de transport et de stockage. Donc la société Amazon France ne fait quasiment aucun bénéfice. Donc le bénéfice des filiales échappe complètement au budget des États. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça la localisation fonctionnelle des entreprises, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et donc ça induit quoi? Eh bien ça induit une spécialisation finalement des États, voilà, puisque vous avez des États qui vont se spécialiser par type d'activité. Certains seront fiscalement intéressants pour la recherche et le développement, comme c'est le cas de la France. D'autres seront intéressants sur la logistique, parce qu'ils auront fourni tel et tel avantage fiscal ou structurel. Voilà. Alors les acteurs de l'optimisation fiscale, il faut quand même en parler parce que c'est quelque chose de très important. L'optimisation fiscale, elle est très souvent organisée, générée et réfléchie par des acteurs que tout le monde connaît sous le nom de Big Four. Donc il y a Deloitte Touch, il y a Ernst & Young, KPMG, PwC, c'est PricewaterhouseCoopers, qui est un cabinet qui est associé en France avec le cabinet d'avocats Landwell. Donc ces structures, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont en conflit d'intérêts structurel permanent, puisqu'elles mélangent les audits financiers, les audits comptables, conseils juridiques et fiscaux. Donc pour avoir une vision d'ensemble de l'optimisation, il faut avoir toutes ces possibilités, il faut pouvoir intervenir sur ces différents vecteurs. Mais ça crée des conflits d'intérêts en interne.
Et ces structures sont suffisamment nombreuses pour pouvoir racheter toute concurrence sérieuse. Alors vous avez, en France par exemple, vous avez d'autres structures que les Big Four qui font par exemple des prix de transfert et de l'optimisation fiscale. Mais ce sont des structures qui sont de taille bien inférieure, et quand elles auront la possibilité de s'agréger, comme c'est prévu dans le projet Macron, avec des structures comptables ou des structures financières, eh bien, celles qui tiendront la route se feront racheter par les Big Four et les autres finiront par déposer le bilan, enfin, par être plus rentables. Alors, ces Big Four sont très concentrés. D'ailleurs, déjà, ils œuvrent sur le territoire mondial, ils sont partout. Et deuxièmement, ils sont très concentrés, ce qui facilite leur contrôle politique. Et la chose qu'il faut vraiment savoir, c'est que ces Big Four, c'est eux qui font les lois en vigueur dans les paradis fiscaux. Ils impliquent, ils instituent, ils organisent les limited partnership et les trusts anonymes qui permettent aux paradis fiscaux de cacher, par leur législation interne, puisque on va voir tout à l'heure, ce sont devenus des États très souvent indépendants, permettent structurellement de garder anonymes les propriétaires des biens figurant dans les entreprises. Et ces paradis fiscaux, eh bien, évidemment, après sont en concurrence avec les pays à la structure juridique établie, et ce qui a pour conséquence de niveler les normes juridiques dans le sens de l'opacification du business. Voilà. Puisque vous avez les paradis fiscaux qui proposent des structures dans lesquelles les propriétaires sont anonymes, et bien après, ces États-là sont en concurrence avec les autres États, et ça nivelle un petit politique permettant l'appauvrissement financier des États, puisque l'interdiction faite aux États de localiser la richesse produite sur leur territoire, incitation des entreprises à localiser à leur convenance les richesses qu'elles-mêmes produisent, et incitation des entreprises à demander des avantages fiscaux et légaux aux différents États, ce qui a pour conséquence de les appauvrir. La collecte de ces immenses avoirs financiers résultant de l'optimisation fiscale, eh bien, elle part dans les établissements bancaires et financiers situés dans les paradis fiscaux, soit par le biais des dividendes qui ont été versés des dividendes surnuméraires issus de l'optimisation qui ont été versés aux propriétaires, soit directement par les entreprises qui envoient leurs bénéfices via les filiales offshore directement dans les paradis. Donc il faut bien comprendre que l'optimisation fiscale, c'est de façon structurelle un apport considérable d'argent dans les établissements bancaires situés dans les paradis fiscaux. Voilà. Alors, la conséquence en France des libertés économiques de l'Union européenne. Eh bien, en tant qu'entité économique autonome, la France n'existe déjà plus. Les dirigeants français ont pour mission de liquider le patrimoine public, ce qui aura pour effet collatéral, et là on retourne sur la conférence de la semaine dernière, de faciliter le passage à une fédération de régions, n'est-ce pas? Pas une fédération d'États, mais une fédération de régions, car un État sans patrimoine est beaucoup plus aisé, beaucoup plus facile à démanteler qu'un État puissant. La France, État-nation, est vouée à disparaître selon les vœux de la plutocratie. Alors la plutocratie, ça paraît être un grand mot comme ça, mais c'est simplement un système politique dans lequel le pouvoir est dévolu aux détenteurs de la richesse. Et c'est exactement ce que nous connaissons en Union européenne. Alors, je vous l'ai dit en début de cette conférence, je ferai une aparté sur les paradis fiscaux. Cette aparté, elle est nécessitée par le fait qu'il importe quand même de bien comprendre comment tout, le schéma d'ensemble, comment tout s'organise, et pourquoi, en fait, les paradis fiscaux ont changé récemment d'organisation à la faveur, justement, de l'optimisation fiscale, qui a généré un afflux très important de nouveaux capitaux qui sont entrés dans les paradis fiscaux, les capitaux issus de l'optimisation. Et cette optimisation n'a été possible que par l'instauration de la liberté de circulation mondiale des capitaux. Alors, la libre circulation des capitaux, vous voyez, bon, voilà, c'est un petit schéma qui n'est pas forcément le meilleur, mais j'en ai pas trouvé d'autres qui étaient tellement plus pertinents. Donc, vous avez les îles Caïmans, les Pays-Bas, l'Irlande, la Belgique, ils mettraient le Luxembourg, ce qui est quand même un comble. La Suisse, ah bah si, le Luxembourg, il y est, bien sûr. L'Autriche, effectivement, également, bon, Hong Kong, la Hongrie, vous voyez, enfin, mais il y en a d'autres, des paradis fiscaux. Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'optimisation fiscale enrichit les entreprises et leurs propriétaires qui cherchent dès lors, de façon finalement assez naturelle, à mettre leur nouvelle cagnotte à l'abri des paradis fiscaux.
c'est de l'argent qui a échappé aux impôts, ils n'ont pas tellement envie que ça retourne dans le giron des impôts d'État. Une fois que cet argent a été économisé, ça repart dans les paradis fiscaux d'une façon ou d'une autre. Pas totalement, mais partiellement au moins c'est sûr. Donc l'affluence d'argent dans les paradis fiscaux entraîne à son tour une lutte sans merci pour le contrôle de ces capitaux. Voilà. Et c'est ce qu'il faut absolument comprendre. Donc je vais détailler très rapidement quand même les paradis fiscaux. Donc déjà vous donner leur définition, vous détaillez un peu l'histoire et leur organisation, et ensuite ce que veut dire le contrôle des paradis fiscaux. Est-ce que vous allez par exemple dire si les Américains ont pris des mesures contre tout ça ou pas? Est-ce que vous allez le dire? Non, je ne rentre pas dans le détail après Non, mais vous allez voir, une fois qu'on a le schéma d'ensemble, il y a certaines choses qui apparaissent, des questions qu'on ne pose plus parce que ça apparaît assez logique finalement. Alors, déjà, les paradis fiscaux, il faut savoir que chaque organisme a une définition différente du paradis fiscal. Mais les critères sur lesquels tout le monde s'accorde à peu près sont les suivants. Donc, un traitement juridique particulier des structures d'accueil. Donc, une opacité des structures. Ça veut dire soit des comptes numérotés, soit des trusts anonymes qui permettent l'anonymat des propriétaires. Et vous avez un traitement fiscal préférentiel des activités. Ça, c'est grosso modo les deux grands critères de définition du paradis fiscal. Sachant, je vous l'ai dit, que chaque organisme a sa définition à elle. Alors, maintenant, il faut revenir un peu sur le fait que la collecte mondiale des capitaux optimisés, des capitaux qui ont bénéficié de l'optimisation fiscale au niveau mondial, a été rendue possible par plusieurs choses. D'une part, par la liberté de circulation des capitaux, c'est évident. Deuxièmement, par l'imposition d'un modèle juridique anglo-saxon, c'est-à-dire la notion de trust, de LBO, dans le commerce mondial. L'imposition d'un modèle juridique unique facilite la libre circulation des capitaux, parce que c'est bien beau de dire on va laisser les capitaux circuler, mais si personne ne s'entend sur la définition des structures d'accueil et des vecteurs juridiques qui permettent la transmission de ces capitaux, c'est le brouhaha et personne, finalement, ça ne circule pas. Donc ça nécessite l'instauration d'un modèle juridique unique. Et ce modèle juridique, sans surprise, c'est celui anglo-saxon. Et ça s'est rendu possible également par la domination du monde dit des affaires, à juste titre, par des officines multinationales anglo-saxonnes qu'on appelle les Big Four, mais également les banques. Vous savez que les banques ont un rôle important dans l'optimisation fiscale, et pas que les Big Four. Alors, maintenant, comment l'organisation des paradis fiscaux, l'histoire récente de l'organisation des paradis fiscaux a un peu basculé. Vous savez que les paradis fiscaux, ce que je disais en début de conférence, ont toujours existé. La Suisse a permis évidemment aux nazis de cacher une bonne partie des trésors qu'ils avaient volés, etc. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais en revanche, ce qui est nouveau, c'est la façon dont aujourd'hui les paradis fiscaux s'organisent. Vous avez dans les années 60, 70, 80, tout un tas, l'émergence de quantité de micro-États qui deviennent subitement indépendants du Commonwealth britannique. Donc vous avez en 65 les Maldives, en 66 les îles Caïmans, la Barbade, en 76 les Seychelles, 81 Antigua et Barbuda. Bon, il y en a d'autres, je ne vous fais pas un inventaire à la Prévert. Mais la souveraineté de ces États, bien entendu, est aussi artificielle que l'est leur économie. Entièrement fondée sur l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent au profit de l'Empire. Le passage à ce propos, je voulais signaler que le passage de Hong Kong et de Singapour dans le giron politique chinois, récemment, va rendre plus difficile, certainement, le contrôle financier de ces régions par les banques occidentales. D'où la tentation, pour les Occidentaux, d'aller y implanter des révolutions colorées de démocratie, mais dont la nature réelle est politico-financière. Alors, les paradis fiscaux, sous domination des banques anglo-saxonnes, prennent peu à peu le pas sur les paradis fiscaux traditionnels qui n'étaient pas organisés en réseau et qui étaient géographiquement limités à un État ou un autre, mais qu'il n'y avait pas de corrélation entre les banques travaillant dans cet État, gérant l'argent du paradis dans cet État et d'autres États ailleurs. Mais récemment, avec l'organisation de tous ces micro-États qui sont devenus indépendants, eh bien, les paradis fiscaux se sont organisés en réseau, fondés non plus sur le secret des comptes bancaires, mais fondés sur l'opacité des propriétaires des fonds. Paradis fiscaux sous la domination.
Oui, voilà. Donc les paradis fiscaux qui sont sous la domination des banques anglo-saxonnes sous forme de trust prennent le pas sur les paradis fiscaux traditionnels qui ne sont pas organisés en réseau et qui étaient fondés sur le secret des comptes bancaires. Les paradis fiscaux, concrètement aujourd'hui, les seuls à pouvoir prospérer sont ceux fondés sur les trusts. Et il est fait une guerre implacable à tous les paradis fiscaux localement contrôlés par des États indépendants, des vrais États indépendants, qui sont impitoyablement pourchassés et à grand renfort d'appel à la morale. Vous savez qu'on a eu toutes les histoires de la Suisse qui a été... Bon, je ne reviens pas sur tout ça. Alors, Alors, qui sont les garants de cette nouvelle... Comment cette nouvelle affectation des fonds dans les paradis fiscaux est vraiment possible? Eh bien, ça va peut-être vous surprendre, mais en réalité, c'est l'OCDE, avec son modèle d'échange d'informations, qui rend possible tout ça. Pourquoi? Parce que sous prétexte de lutter contre... Sous prétexte de lutter contre les paradis fiscaux et l'évasion fiscale, eh bien, l'OCDE a organisé un modèle d'échange d'informations entre les États membres, mais le problème, c'est que ce modèle d'échange d'informations n'impose pas aux États... ce modèle d'échange d'informations n'impose pas aux États de modifier leur structure juridique formelle. C'est-à-dire que dans tous les petits États subitement indépendants du Commonwealth britannique qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, ces États sont structurellement organisés en disant « nous, on reconnaît le trust anonyme ». Eh bien, les conventions des modèles d'échange d'informations générés par l'OCDE implique que les États acceptent d'échanger des informations, mais n'implique pas que ces États modifient leur structure juridique intérieure. Donc ça veut dire que ça met, de facto, ça empêche la lutte contre les paradis fiscaux, puisque les petits États vont dire d'accord, moi je veux bien vous donner toutes les infos que vous voulez, mais malheureusement je ne peux pas vous donner l'information concernant les propriétaires de ce trust Intel, qui est un trust anonyme, et donc je n'ai pas l'information. Je ne l'ai pas, l'information, je ne peux pas vous la donner, et il n'est pas question que je change ma structure juridique intérieure pour vous la donner. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les paradis fiscaux, qui est-ce qui organise la loi? Eh bien, ce sont les Big Four. Donc vous voyez comment les choses s'enchaînent. En réalité, le modèle d'échange d'informations et la lutte apparente contre les paradis fiscaux actuellement menée par toutes les conventions bilatérales ou multilatérales d'échange automatique d'informations, se heurte de façon définitive et rédhibitoire à l'organisation juridique interne de ces paradis fiscaux qui reconnaissent les trusts anonymes. Voilà. Donc tant qu'on reconnaîtra, tant que des pays, des micro-États ou n'importe quelle structure d'ordre public dans le monde reconnaîtra le trust anonyme et la possibilité de cacher les propriétaires des détenteurs du patrimoine, capital, il n'y aura jamais de lutte contre les paradis fiscaux. C'est une lutte d'apparence, mais c'est une lutte qui ne peut pas aboutir. C'est une lutte qui est structurellement faite pour ne pas exister. Voilà. Sauf, par exemple, si les Anglais, si les Anglais le veulent. Ah bah, c'est pas les Anglais, là, c'est plutôt les Américains, je pense, qui sont à la manœuvre. Oui, les Big Four, ouais, c'est plutôt les Américains. Ah bah oui, mais eux, ils ne le veulent pas, parce que eux, c'est les paradis fiscaux. Et il faut quand même comprendre que c'est la structure permettant de financer l'Empire. Parce que toute la main-d'œuvre, académie et tout ça, ça passe pas par le budget des États-Unis d'Amérique. Hein. Tout ça, c'est du hors-bilan et ça passe par les financements qu'on trouve dans les paradis fiscaux. Il faut quand même comprendre que la structure financière profonde d'un empire, elle est fondée. Il faut que l'argent sorte de quelque part et ça ne peut pas être... comme c'est de l'argent qui est amené à financer des choses qui ne sont pas forcément avouables, ça ne peut pas passer par les parlements nationaux, tout ça. Les paradis fiscaux sont partie intégrante de l'organisation mondiale voulue par l'Empire américain actuel. Voilà, et tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne comprend pas ce qu'est la lutte contre les paradis fiscaux. La lutte contre les paradis fiscaux, c'est une lutte de façade. C'est une lutte qui ne pourra jamais aboutir puisqu'on autorise de façon légale les propriétaires de capitaux à rester anonymes. Voilà. Alors, oui, vous savez, je voulais insister, les conventions fiscales d'échange automatique d'informations qui sont bilatérales ou multilatérales sont toutes formatées sur le modèle proposé par l'OCDE.
Alors, on arrive maintenant, pardon, concernant les paradis fiscaux, on a vu la définition, on a vu l'organisation, et maintenant je vous propose de passer à un peu une analyse un peu globale du contrôle de ces paradis fiscaux. Alors, ces paradis fiscaux, pour être contrôlés, il faut 3 conditions. Déjà, il faut l'instauration de la liberté de circulation des capitaux, d'accord? Il faut ensuite l'imposition d'un vecteur juridique à vocation mondiale. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc vous avez le trust qui remplit ces conditions. Et le trust, c'est intéressant pour deux raisons. D'une part, il permet l'opacité. Je parle du trust anonyme. Tous les trusts ne sont pas des trusts anonymes. Mais les trusts anonymes, qui sévissent dans les paradis fiscaux, permettent l'opacité quant aux propriétaires des capitaux. Et aussi, le trust est intéressant parce qu'il est un vecteur juridique. Il permet aux capitaux de circuler entre des États qui ont accepté, qui ont reconnu cette structure juridique de trust anonyme. Eh bien, les capitaux peuvent circuler très librement. Donc ça nécessite la reconnaissance d'un modèle juridique, si vous voulez, au niveau mondial, de l'acceptation de certaines structures qui sont reconnues dans tous les États du monde, sinon ça ne peut pas circuler. Et ça nécessite évidemment la collecte de l'argent drainé. Alors, indépendamment de l'apparence politique apparente, formelle des États, des mini-États qui servent de paradis fiscaux, eh bien, ces États sont dominés par les États financiers, les établissements financiers anglo-saxons et bien souvent américains. C'est les banques américaines qui font la loi de ces États et qui dominent toute la structure juridique de ces États qui n'en sont pas. Alors vous avez donc un dense maillage de localités politiques indépendantes dans lesquelles les banques et établissements financiers qui y œuvrent sont contrôlés par l'oligarchie occidentale. En gros, ce sont les propriétaires de la Fed. Des banques qui tournent toujours autour de... Voilà, c'est quelques banques qui contrôlent un peu l'intégralité du problème. Alors une guerre sans merci est livrée aux paradis fiscaux qui échappent à ce contrôle. Volonté de disparition des paradis fiscaux localement contrôlés et organisés autour des comptes bancaires numérotés. Vous avez vu qu'il y a eu des déclarations de guerre faites à Chypre, une déclaration de guerre économique et contre les paradis fiscaux faites à Chypre, qui abritaient des avoirs légitimes et illégitimes russes, qui ont été faites aussi contre la Suisse, mais on n'a jamais entendu parler de lutte contre les paradis fiscaux concernant la City, Hong Kong ou le Delaware. Le Delaware, c'est le premier État au monde à s'être constitué comme paradis fiscal. Donc il y a un deux poids deux mesures qu'il faut bien garder en tête. Et cette guerre, elle va même au-delà, puisque elle va entre établissements financiers anglo-saxons eux-mêmes. Vous avez tous entendu parler de la récente affaire SwissLeaks, appelée SwissLeaks, qui concerne la filiale suisse de HSBC, qui actuellement est sur la sellette. Alors l'avantage de cette histoire, c'est que d'une part, on porte atteinte à l'histoire. Bon, on va revenir dessus là, puisque cette affaire SwissLeaks est quand même assez croustillante. Vous avez une évasion fiscale organisée par la filiale suisse d'HSBC. Cette évasion fiscale est mise à jour par 145 journalistes prétendument indépendants et situés dans 45 pays, mais coordonnés par un consortium situé bizarrement à Washington. Alors, les journalistes qui sont considérés comme indépendants sont les journalistes du Monde, du Süddeutsche Zeitung, enfin de grands médias qu'on a l'habitude de considérer comme les médias mainstream. Alors, si les journalistes du Monde sont indépendants, moi je suis bonne sœur. Hein. Franchement, bon alors, cette ICIJ, ce consortium situé à Washington, était déjà à l'origine des fameuses Offshore Leaks de 2013, qui ont contraint la Suisse et le Luxembourg à abandonner le système des comptes numérotés. Parce que vous savez que le Luxembourg, il avait une double casquette. Il a été constitué d'une part il était un paradis fiscal parce qu'il pratiquait les comptes numérotés et il pratiquait également le paradis fiscal à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire le trust anonyme, etc. Et le Luxembourg a basculé du côté paradis fiscal anglo-saxon sous forme trust anonyme en abandonnant les comptes numérotés. Enfin, c'est peut-être pas complètement acquis, mais la tendance lourde est là. Alors, cette histoire de SwissLeaks, c'est très très probablement, je m'avance un peu, mais la marge de manœuvre est très faible, la marge d'erreur possible est très faible, s'inscrit très très probablement dans une guerre pour le contrôle des fonds placés dans les paradis fiscaux. Deux remarques, c'est ce que je disais tout à l'heure
en introduction, mais mal amené. La filiale, il s'agit d'un établissement bancaire situé en Suisse. Alors ça porte un discrédit sur la Suisse dont on a déjà beaucoup entendu parler en termes de paradis fiscal. La Suisse, c'est le diable. Alors déjà, ça porte un discrédit sur la Suisse. Donc c'est le premier objectif est atteint. Et le deuxième objectif, eh bien, on fait d'une pierre deux coups en portant atteinte à un établissement bancaire anglais. Non seulement on porte atteinte au crédit de la Suisse, mais en plus à un établissement bancaire anglais qui est susceptible de faire concurrence aux grandes banques américaines. Alors, je voulais quand même vous signaler que HSBC, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quelle banque, parce que c'est une banque qui s'est construite sur le commerce des drogues dures, de l'opium, et qui a permis à l'opium, vous savez, qui venait d'Inde via la Chine, qui venait via l'Inde, qui partait de l'Inde et qui arrivait en Chine, et qui a permis le renforcement de l'Empire britannique au même temps que l'affaiblissement corrélatif de la Chine. Les guerres de l'opium, tout le monde a à peu près en tête ce que c'était. Voilà, donc HSBC, c'est quand même pas... Bon, si HSBC disparaissait de la surface de la Terre, il manquera personne. Hein. Mais enfin, je veux dire que même en considérant que HSBC a fait des choses épouvantables, ça ne justifie pas que tout d'un coup, toute la lutte contre les paradis fiscaux se focalise sur HSBC. Derrière, il y a d'autres enjeux. Voilà. C'est ça que je voulais mettre en exergue dans cette conférence. Ah oui, alors les pays concernés par l'affaire SwissLeaks, vous voyez, hein, il y en a quelques-uns quand même. Hein. Voilà, c'est une grosse partie sur le continent américain. Voilà. Alors, en conclusion, sur le principe de liberté de circulation mondiale des capitaux, eh bien, c'est l'outil de la mise à mort des États au profit des entreprises et surtout des établissements financiers via les paradis fiscaux. C'est le moyen de mener la guerre économique pour l'Empire. Voilà. C'est un outil qui permet d'assurer la concentration mondiale des capitaux et leur drainage vers des paradis terrestres contrôlés par un petit nombre d'individus. Il est à la fois la cause et l'effet de guerres de mise en œuvre stratégique de guerre géopolitique. Une guerre culturelle, puisque ça impose l'introduction d'un modèle juridique commun sur tous les continents. Une guerre politique, puisque ça justifie la mise en place de localités et de grands blocs géopolitiques, dûment contrôlés et dominés, et c'est aussi une guerre militaire, puisque la phase finale est réservée à ceux qui ne veulent pas se soumettre aux deux attaques précédentes, c'est-à-dire la guerre. Alors, en parlant de la guerre, ça me donne un bon sujet de transition avec la dernière partie de cette conférence, qui va concerner l'OTAN et l'appartenance de l'Union européenne de facto à l'OTAN. Alors là, vous avez une carte des partenariats de l'OTAN, donc vous voyez que c'est une organisation militaire conséquente, puisqu'elle recouvre une grosse partie des pays, des continents et des pays. Alors, la défense de l'Union européenne est subordonnée à l'OTAN par l'article 42, alinéa 2 du traité sur l'Union européenne. Donc, tout le monde sait que l'OTAN est sous contrôle américain. Donc par voie de conséquence, l'OTAN a inventé le concept de guerre pour compte d'autrui. De guerre pour compte d'autrui, puisque vous avez les Américains qui contrôlent l'OTAN et un bloc géopolitique tel que l'Union européenne qui est soumise, dont la défense est soumise à l'OTAN. Les États de l'Union européenne financent par leur adhésion au traité de l'Atlantique Nord les guerres américaines par le biais de l'OTAN. Alors, c'est la dépendance de l'Union européenne à l'OTAN qui explique pourquoi la Turquie devrait entrer dans l'Union européenne et non pas la Russie, par exemple. Pourquoi la Turquie aurait plus de légitimité à rentrer dans l'Union que la Turquie. Oui, pourquoi la Turquie aurait plus de légitimité à rentrer dans l'Union que la Russie. Et c'est justement en raison de cette appartenance à l'OTAN. Donc l'Union européenne et l'OTAN, ce sont les deux versions civiles et militaires de la même médaille de domination américaine. Alors en France, je voulais retenir sur ce qui s'est passé en France par rapport à l'OTAN. Donc vous avez l'ancien président de la République Sarkozy qui a décidé de réintégrer la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Alors cette décision qui va à l'encontre
l'encontre d'une décision qu'avait prise Charles de Gaulle en sens inverse, je crois en 1966, dites-moi si je me trompe, je crois que c'est 1966. De Gaulle qui n'en pouvait plus de voir des bases militaires partout sur le territoire français et qui n'avait pas de marge décisionnelle tactique, qui n'avait pas le contrôle de son armée, a décidé en 1966 de retirer la France du commandement intégré de l'OTAN. En 2008, Nicolas Sarkozy a fait marche arrière en prenant la décision exactement inverse. Donc la réintégration de la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN a été annoncée par Sarkozy au congrès de Washington le 7 novembre 2007. Donc les Américains ont été au courant avant nous. L'Assemblée nationale a été favorable en 2008 à cette décision. Et favorable le 17 mars 2009 à un vote de confiance favorable au gouvernement. Donc on a entériné la France, oui, enterré la défense française, mais entériné le retour de la France dans le commandement intégré. Voilà. Le 3-4 avril 2009, le sommet de l'OTAN à Strasbourg-Kiel, le retour de la France dans le commandement intégré devient effectif. Voilà. Il est devenu effectif à l'occasion du sommet de l'OTAN de Strasbourg-Kiel. Alors, les représentants du peuple ont entériné le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Mais il est permis de se poser la question de savoir ce que le peuple lui-même, par référendum, aurait décidé. Puisqu'on a vu que les représentants du peuple ont aussi décidé de faire ratifier le traité de Lisbonne, alors que par référendum, on n'avait pas vraiment été d'accord, etc. Donc, parce que c'est pas du tout anodin, la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. C'est la disparition du concept de défense militaire autonome et souveraine. De l'extrême gauche à l'extrême droite, les gens étaient contre. D'accord. Voilà. L'extrême droite était contre, voilà. L'extrême gauche contre, les communistes contre, les gaullistes étaient contre. Ouais. Oh, bah forcément, les gaullistes, alors c'est les premiers à être contre. Non, mais, oui, et bien important, vous voyez, ça s'est fait. Et donc aujourd'hui, on a une conception offensive de la défense pour compte d'autrui. C'est-à-dire qu'on a des ambitions en matière militaire très importantes, mais non pas pour l'intérêt du peuple français, mais pour compte d'autrui, pour l'intérêt des Américains. Et surtout de l'oligarchie qui est derrière. Alors, les 4 livres blancs qui ont défini les orientations stratégiques de la France et la sécurité de la France sont assez révélateurs parce que vous avez le premier livre blanc en 1972 sous Pompidou, donc Charles de Gaulle n'était déjà plus là, mais qui entérine l'indépendance stratégique de la France justifiée par la détention nouvelle de l'arme atomique. Premier livre blanc, 72. Deuxième livre blanc, sous Mitterrand en 94, qui répond à l'effondrement du bloc soviétique et conduit à la professionnalisation des armées en 96. Le troisième livre blanc, 2008, sous Sarkozy, qui tire les conséquences des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Pourquoi faut-il tirer des conséquences en France? Un livre blanc entier qui en tire les conséquences et qui justifie l'effacement de la frontière entre la notion de défense et de sécurité nationale. Ça va de pair avec la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN qui se fait à peu près au même temps. Et en 2013, le dernier livre blanc de la défense militaire, sous François Hollande, qui prend en compte la crise économique et les printemps arabes et la multiplication des foyers d'instabilité. Donc ce livre blanc-là préconise le développement du renseignement et de la cyberdéfense, le renforcement des forces spéciales et l'acquisition de drones de surveillance. On se dirige encore plus vers l'effacement des frontières des frontières civiles et militaires dans le concept de défense. Et ça, c'est quand même assez inquiétant. Alors aujourd'hui, la conséquence de tout ça, c'est-à-dire d'une conception large et offensive de la défense pour compte d'autrui, avec un budget français de plus en plus déficitaire, eh bien, la France se trouve en position d'insuffisance budgétaire au regard de ses ambitions militaires. 54 000 postes supprimés entre 2009 et 2015, perte des moyens pour la maintenance du matériel, insuffisante capacité en termes d'avions ravitailleurs, de drones, du niveau des stocks de munitions. L'armée de l'air, les avions et les hélicoptères embarqués, maintien opérationnel en question, taux de disponibilité insuffisant, la flotte doit être renouvelée. Enfin, dans toutes les corps d'armes, il y a des problèmes de maintenance, des problèmes de renouvellement du matériel, etc. L'armée de terre, vous avez l'insuffisance des stocks, des pièces de rechange, des crédits d'entretien. Il y a le problème également du paiement des soldes, dont tout le monde, je pense, a entendu parler récemment.
Et les états-majors sont inquiets quant à la cohérence et à l'analyse objective des dangers du monde. Alors, on a eu des remous en 2014. Oui, mais j'ai pas. Non, mais je ne l'ai pas marqué, j'ai pas fait de slide. On a eu des remous en 2014, puisque Bercy voulait la réduction du budget de la défense. Elle réclamait une réduction de 50 milliards d'euros du budget de la défense. Alors, vous avez eu une réaction des 4 chefs d'état-major, ce qui est quand même unique, presque unique dans l'histoire. Les armées réunies, terre, air et marine, le 22 mai 2014, ont menacé de démissionner. Les 4 chefs d'état-major des armées ont menacé de démissionner en mai 2014. Les grands patrons de l'armement mettent en garde l'Élysée concernant les effets sur l'emploi de nouvelles coupes budgétaires. Et les 2 présidents de commission de la défense de l'Assemblée nationale et du Sénat ont expliqué à l'Élysée que les armées étaient au bord de la rupture. La réduction de 50 milliards, c'est sur un budget de combien en tout cas? Ah oui, eh ben je sais pas, je ne l'ai pas noté. Je ne l'ai pas noté, mais bon, c'est facile à retrouver ça. Hein. Ouais, c'est pas, oui, mais c'est une... Oui, oui, pour avoir un ordre de grandeur, vous avez raison, j'aurais dû. Oui, oui, c'est vrai, j'aurais dû le faire parce qu'effectivement, ça donne des repères, mais je ne l'ai pas noté. Essentiellement menacé de démissionner. Ils ont menacé de démissionner, ouais. C'est jamais arrivé dans l'histoire, hein. Enfin, c'est une première, c'est un truc incroyable. C'est quand même fou, moi j'ai pas, ça me dit rien cette histoire. Où est-ce que cette information on peut la trouver Eh ben écoutez, moi j'ai l'opinion, LOPINION tout attaché, .fr, blog, secret défense, best budget, voilà. C'est récent en plus. Mais vous tapez sur internet, des menaces d'émission, chef d'état-major, ça va sortir. Hein. On a argument. Ouais. C'est le pire. Ah bah non, les grands médias ne parlent jamais de rien. Ah bah non. Faut surtout pas qu'on s'inquiète, mais je vous l'ai lu au début. Hein. Il faut surtout pas qu'on s'inquiète. Hein. Alors, en conséquence, eh bien, l'État est revenu, n'a pas appliqué sa réduction de 50 milliards d'euros parce que ça a fait une telle levée de bouclier qu'ils sont revenus en arrière. Mais il y a d'autres subterfuges qui ont été envisagés, et en particulier la vente des biens militaires de la marine. Vous savez que ça suit la prise en location. Ça suit. La location. Oui. La prise en leasing des véhicules automobiles de l'armée de terre. Voilà. Les véhicules de l'armée de terre, pareil, ont déjà été vendus. Mais là, il s'agit des biens militaires de la marine. Alors, ces biens militaires, on envisage de les vendre à des entreprises ad hoc qui seront partiellement privées et éventuellement ouverts à des investisseurs étrangers. Et ensuite, l'État les reprendront en location-vente. Donc, on vend le patrimoine pour après prendre en location-vente et générer des frais tous les mois. Alors, tous les bâtiments sont susceptibles d'être concernés, à l'exception des sous-marins nucléaires et des unités stratégiques utilisées pour les opérations extérieures. 2 matériels sont particulièrement identifiés. L'avion de transport militaire A400M, pour ceux qui connaissent, moi je ne connais pas, et les frégates multimissions FREM. Voilà, bon, ça c'est une petite aparté sur les conséquences de la schizophrénie de l'État vis-à-vis de sa stratégie de défense, puisqu'elle est tenue par son appartenance à l'OTAN, maintenant une appartenance renforcée à faire des guerres offensives tous azimuts, mais l'État, grâce notamment à l'euro et au financement du MES et du budget européen, est en permanence déficitaire, de plus en plus déficitaire, ce qui fait qu'il est contraint de réduire les budgets. Alors comment vous faites pour développer les objectifs de guerre et réduire les budgets en même temps? Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, conclusion sur la France dans l'OTAN, eh bien, la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN oblige à financer des guerres extérieures pour le compte d'autrui, je vous l'ai déjà dit. Dans le contexte de crise économique et budgétaire, la situation des armées devient intenable. Elles sont prises en tenaille entre des ambitions internationales affichées et la réalité financière de l'État qui finance, enfin de l'État qui pourvoit à leurs besoins. Et je vous donne donc la solution qui a été préconisée par le colonel Régis Chamagne, qui serait, très probablement, la meilleure solution serait de revenir à une situation de défense servant à défendre le territoire français et non à intervenir sans cesse sur des fronts extérieurs qui n'ont aucun rapport avec une quelconque défense du peuple français.
Ça nécessite la sortie du commandement intégré de l'OTAN et même une sortie totale de l'OTAN qui passe par effectivement une sortie de l'Union européenne. Alors en conclusion sur l'Union européenne et l'OTAN, eh bien l'Union européenne est dominée militairement par les États-Unis et ne pourra jamais avoir de défense autonome. L'Union européenne est dominée politiquement et financièrement par Washington, qui prend les décisions stratégiques pour les États membres. L'Union européenne est une entité de combat géopolitique à dominante économique et militaire, à la solde de la plutocratie, c'est-à-dire de ceux qui détiennent les richesses. La plutocratie occidentale au sens propre du terme, c'est-à-dire ceux qui détiennent les richesses et qui détiennent le pouvoir politique. Alors je vous ai mis une petite carte des bases militaires américaines dans le monde. Elle date de 2007, elle n'est pas très récente, mais j'en ai pas trouvé des plus récentes. Et là vous avez les interventions violentes américaines dans le monde. Je vous donne un petit aperçu. Il y a 1000 bases militaires américaines dans le monde. 1000. Sans compter celle de l'OTAN. Sans compter l'OTAN. 1000 déjà, c'est colossal. Oui, mais ça c'est américaine. Là, il faut ajouter l'OTAN, qui est une filiale de la défense américaine. Et puis vous avez aussi toutes les structures comme Academy, Blackwater, qui sont des structures de mercenaires. Ils sont payés, certainement pas sur les budgets des États, mais via les fonds récupérés dans les paradis fiscaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, en conclusion, sur l'idéologie des traités européens, eh bien, ces traités, plusieurs choses. Ils mettent en concurrence les entreprises et les systèmes juridiques, fiscaux et sociaux des États de l'Union européenne avec le reste du monde. C'est l'organisation d'une mise en concurrence totale et permanente. Ils incitent les entreprises d'Europe de l'Ouest à se délocaliser dans le monde entier. L'Union européenne, c'est le moteur de la délocalisation des entreprises européennes. Ils interdisent aux États de protéger leurs entreprises stratégiques et les conduisent à privatiser leur patrimoine. Donc c'est une entreprise de liquidation des patrimoines publics. Et ils interdisent aux États de localiser la richesse produite, ce qui génère une prise d'indépendance des entreprises par rapport aux États, puisque ce ne sont plus les États qui localisent chez eux la richesse produite, mais ce sont les entreprises qui décident de localiser la richesse produite à tel ou tel endroit du monde. Alors le programme politique inclus dans les traités européens, eh bien, c'est un sabotage économique et social consenti des pays d'Europe de l'Ouest, et en particulier de la France, qui n'est pas sans rappeler Le choix de la défaite, qui est un livre écrit par Annie Lacroix-Rice et que je vous recommande, puisque ça explique les arrières, ça explique le fond stratégique mis en œuvre par les élites françaises depuis très longtemps. Ça permet en France le démantèlement méthodique des acquis sociaux du CNR, bien sûr, conformément aux vœux de Denis Kessler, que Denis Kessler prononçait en 2007, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il appelait au démantèlement des acquis du CNR. Et ça permet d'une façon générale le démantèlement des États-nations et du bien commun au profit d'entreprises privées. C'était maoïste, Auguste Kessler, idéologue du NF. Plus un maoïste. Ah, c'est un maoïste? Ah, ben ça, je ne le savais pas. Ouais, Kessler, maoïste? Ah ouais. Je croyais qu'il était ultra-libéral, moi. C'est un maoïste, quand il était jeune, il a fait 68. Ancien président de la Commission européenne, il était Barroso. Oui, ça, oui, oui, lui je sais, Barroso. Mais par contre, Kessler, je ne savais pas qu'il était maoïste. Alors là, première nouvelle, hein. Alors, sur les traités européens, en conclusion sur leur forme, les traités européens sont centrés sur des biens matériels et des processus de fonctionnement. Ils ne sont pas consacrés au bien-être de la vie en commun, mais à l'organisation de processus de fonctionnement et de domination. L'humain n'est pas au centre des traités. La personne humaine est même assimilée à une entreprise commerciale à but lucratif. Merci. Sur le fond, les traités européens, c'est un système politique similaire au système monarchique d'Ancien Régime qui organise des féodalités, non pas militaires, mais des féodalités économiques. C'est une conception commerciale et marchande du monde qui est propre à la civilisation anglo-saxonne. L'humain y est réifié. Réification, c'est un processus par lequel on transforme quelque chose de mouvant, de dynamique, en quelque chose de statique, de fixe. C'est une organisation sociale centrée sur la concentration des capitaux, par la mise en concurrence systématique qu'elle génère, et c'est un outil de domination géopolitique aux mains des Américains. Vous allez... J'en ai déjà parlé, mais les traités de libre-échange ont toujours été, je vous l'ai lu en début de conférence, ont toujours été utilisés comme des instruments de domination par les Américains. Et l'autre instrument de domination, c'est effectivement les forces armées. Donc là, assujettissement de la défense de l'Union européenne à l'OTAN. La vie en société, selon le prisme de l'Union européenne,
c'est organiser la concentration extrême des capitaux et mettre en œuvre un rapport de force géopolitique de façon à contraindre les États, les grands pays comme la Chine ou la Russie, à plier à la domination anglo-saxonne. Les négociations actuelles par la Commission des différents traités de libre-échange, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dotées d'une clause dite de règlement des différends afin de protéger les investissements, sont dans la logique à la fois des accords de Marrakech instituant l'OMC et de l'Union européenne, dont la vocation est ab initio mondiale. Ces traités de libre-échange cristalliseront, lorsqu'ils seront adoptés, la fin du pouvoir des peuples à disposer d'eux-mêmes et à s'organiser en sociétés politiques et civiles indépendantes. Alors, les perspectives du grand marché transatlantique et la suite. Je vous ai déjà évoqué ça à l'occasion tout à l'heure de divers développements. L'événement du grand marché transatlantique a vocation à fusionner avec le grand marché transpacifique, qui sera le point d'orgue du processus de domination américaine, puisque vous voyez que géographiquement, les États-Unis se trouveront au centre institutionnel du monde, du commerce mondial. Ces deux grands marchés qui sont actuellement en négociation sont de formidables outils de pression géopolitique pour formater l'ensemble des règles du commerce mondial sur le modèle du gouvernement d'entreprise américain. Et la fusion des deux grands marchés ouvrira la voie, conformément à ce qui s'est passé pour l'Union européenne, où je vous l'ai évoqué tout à l'heure, qui a commencé par un traité anodin, qui paraissait anodin, qui était la CECA, et qui s'est diffusé jusqu'à envahir les États, des États membres, en créant des institutions. Et bien là, on risque d'avoir la même chose, avec la création, une fois que ces deux grands marchés seront formalisés, on aura très certainement de nouveaux traités qui créeront des institutions mondiales, et nous verrons donc se réaliser le fameux nouvel ordre mondial avec un gouvernement mondial. La philosophie politique de l'Union européenne, eh bien, le peuple européen n'existe pas. L'Union européenne est fondée sur une fiction, c'est une sorte de tour de Babel de gens qui n'ont pas du tout les mêmes référentiels, ni politiques, ni économiques, ni juridiques, ni sociaux, ni culturels, ni rien. L'Union européenne, qui a une vocation ab initio internationale, est un élément du processus de domination géopolitique initié par le gouvernement américain. L'Union européenne est, comme les États-Unis d'Amérique, dominée par la plutocratie occidentale. Les lobbies font la loi à l'intérieur de l'Union européenne et les traités de libre-échange actuellement négociés par la Commission sont d'origine américaine, mais surtout au bénéfice des multinationales et des grandes banques. La France a perdu sa souveraineté financière, politique, économique, militaire et bientôt son intégrité territoriale. Elle n'est plus ni une république ni une démocratie. Ça, je vous l'ai bien détaillé dans la conférence de la semaine dernière. La France, techniquement, la France n'existe plus aujourd'hui. Seuls les experts politiques et économiques du mensonge universel font croire aux Français qu'ils existent encore en tant qu'entité politique. Si les Français veulent récupérer un avenir collectif, je vous laisse deviner ce qu'il leur reste à faire. Eh bien, sortir de l'Union européenne, effectivement, mais également vaincre en interne la plutocratie prédatrice qui a mené la France là où elle est aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas arrivés par hasard dans des institutions engluantes comme celle de l'Union européenne. Voilà. Voilà l'état des lieux.